pour votre émission et un nouveau numéro aujourd'hui. C'est avec M. Joseph Kongolo. Il est analyste politique. Il a à la tête aussi, en tout cas, d'un bureau d'études sur la gouvernance et le leadership. C'est avec lui que nous allons, en tout cas, plancher sur la gouvernance étatique de la République démocratique du Congo. Avec lui, donc, on va commenter la publication de la nouvelle équipe de gouvernement Sama Lukonde. Nous allons aussi plancher sur la loi, la proposition de loi Tchani, qui est pratiquement en train aussi de défrayer la chronique. Et au début de l'émission, il fera un petit commentaire sur les déboires de Corneille Nangaa, le président honoraire de la CENI. Joseph Kongolo, bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision et l'École du Changement. Merci beaucoup Jean-Romance Mukolo pour cette occasion que tu m'offres de participer à ce débat déjà pour avancer sur le changement. C'est un mot mythique. Je suis très content d'être dans cette émission et de partager avec nos téléspectateurs pratiquement quelques idées sur les thèmes que vous avez retenus. Et on va se prêter à répondre à toutes vos questions. Voilà. Pour commencer, nous allons d'abord lire un peu ce communiqué de l'espace Grand Oriental qui a été publié le samedi 25 mars 2022 et signé par son coordonnateur, l'honorable Xavier Bonayanganzi. Et le forum de l'espace Grand Oriental est en train de fustiger et de dénoncer en tout cas les actes d'intimidation qui ont été perpétrés contre le président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa. Alors, on note la visite par un groupe de policiers dans sa résidence, semble-t-il, pour lui retirer la garde rapprochée lui confiée par l'État en tant qu'ancien président d'un corps constitué. Voilà un peu. Et puis, et toujours dans ce communiqué du forum de l'espace Grand Oriental, on estime que Corneille Nangaa, qui a en tout cas participé activement dans le processus qui a conduit à la passation civilisée, pacifique du pouvoir au sommet de l'État, a quand même droit à un minimum de respect des institutions de la République, et que ce forum, cet espace du Grand Oriental demande aussi au gouvernement de pouvoir quand même respecter la liberté d'expression des uns et des autres, surtout des acteurs politiques. Je ne sais pas, un petit commentaire sur ce communiqué du forum de l'espace Grand Oriental signé par l'honorable Xavier Bonayanganzi. Et là, on va continuer notre émission sur le Congo. Bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut respecter, c'est un grand dignitaire qui a bien sûr sa place dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo à cause de cette passation pacifique du pouvoir. Mais il s'est fait aussi, malheureusement ou heureusement, qu'il y a des lois qui le gèrent. Il y a des lois qui l'ont géré à l'entrée, n'est-ce pas, en fonction à la tête de la CENI, et après la CENI, les mêmes lois continuent à le gérer. Donc on ne peut pas à la fois réclamer la dignité et aussi enfreindre les lois qui le gèrent. Et ça, c'est un problème. Sur le réseau, il y a le serment que M. Nangaa a prêté avant d'entrer en fonction à la CENI, où il devait garder le secret de la délibération, c'est la première chose. Et deuxièmement, il ne peut pas se permettre de se présenter aussitôt après la sortie, n'est-ce pas, de ses responsabilités de la CENI et se présenter comme président de la République. Donc vous comprenez que ce sont les lois qui le gèrent et qu'il a transgressé et qui apportent aussi un comportement différent de celui qu'il attend des lois, n'est-ce pas, ou du statut, n'est-ce pas, qu'on lui a accordé. Donc je crois qu'il devait commencer par respecter les lois auxquelles il a souscrit très librement, et de cette manière, le gouvernement pouvait aussi, n'est-ce pas, le respecter comme la loi l'exige. Donc il a transgressé les lois, et ça, c'est un problème, c'est une sorte de bémol qu'il faut aussi condamner dans le chef, n'est-ce pas, de cette grande personnalité. Donc si je vous comprends très bien, Joseph Kongolo, si un citoyen enfreint à ses obligations, l'État aussi doit agir de manière arbitraire. C'est pas de manière arbitraire. C'est pas de manière arbitraire. Quand vous avez enfreint la loi, ça veut dire la loi elle-même, n'est-ce pas, vous remet dans vos rangs. Ou encore, la loi que vous avez enfreint, quand il y a une loi, ça veut dire qu'il y a une sanction après. Quand vous dites que je vais garder les secrets de la délibération, ça veut dire que si vous ne gardez pas les secrets de la délibération, la loi vous condamne. Et qu'est-ce qui est prévu par la loi au cas où vous violez vos engagements
le serment que vous avez prêté? D'abord, c'est une infraction. Je ne suis pas vraiment juriste pour vous donner, mais d'abord, c'est une infraction. Quand vous avez transgressé la loi, vous avez commis une infraction. C'est-à-dire que vous vous êtes écarté des normes que la loi vous impose. En ce moment-là, la loi elle-même sait comment elle va vous condamner. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une grande personnalité qu'il faut respecter, qu'il faut encadrer, protéger par le pouvoir, l'État lui-même. C'est vrai. Mais il ne faut pas aller au-delà des lois qui vous protègent et qui vous encadrent. C'est ça le grand problème. Monsieur Langa ne devait pas être candidat président de la République. C'est qu'il a fait, je ne sais pas. Le serment. Jusqu'à maintenant, il n'a pas encore déposé sa candidature. Oui, mais c'est lui qui a annoncé sa candidature. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. C'est lui-même. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne devait pas. Garder le secret de la délibération, ça signifie quoi? Quand il vous dit par exemple que non, Kabila et Félix, c'est un engagement, c'est un compromis à la congolaise, un compromis, et que il a publié ses résultats pour éviter, n'est-ce pas, le bain de sang. Je crois que ça dit tout. Ça dit tout. Maintenant, la justice va chercher à savoir exactement, est-ce que Nanga a trompé toute la nation, est-ce que Kabila et Tshisekedi ont trompé toute la nation? Quand la loi veut fouiner pour savoir la profondeur de ces déclarations, à ce moment-là, vous allez parler de tracasserie, vous allez parler de tout ce que vous voulez, c'est un candidat président de la République qu'on veut écarter, ainsi de suite et tout ça. Non, moi je crois que si nous voulons un état de droit, c'est-à-dire que c'est la loi qui prime sur les individus et quand on l'a transgressé, eh ben, on doit répondre de ces déclarations devant la loi. Donc, merci Joseph Kongolo, analyste politique, directeur du Centre d'études politiques, leadership et gouvernance. On continue en tout cas, et comme tout le monde le sait, l'actualité est dominante en tout cas cette semaine qui vient de s'achever par la publication de l'équipe gouvernementale. Samaloukoum 2 vient en tout cas de voir les jours. Et ce qui reste, c'est la remise et reprise entre ceux qui sont sortis et ceux qui sont entrés, et même il y a eu des permutations. Et on a noté dans ces gouvernements-là en tout cas une rentrée fracassante des grands leaders politiques comme Jean-Pierre Bemba Gombo, charmant du monde de libération du Congo, c'est vice-président. Il est désormais ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et il y a aussi Vital Kamere, qui hérite en tout cas du ministère de l'économie, resté longtemps orphelin. Oui. Et il y a aussi Mboussa Nyamoussi, qui est à l'intégration régionale. Je ne sais pas, il y a eu aussi un grand nombre de femmes par rapport au précédent gouvernement. On a noté aussi, par exemple, les caractères toujours pléthoriques de cette équipe. C'est comme si, Joseph Kongolo, c'est le partage équitable et équilibré du pouvoir entre les parties prenantes de l'Union sacrée de la nation qui a prévalu. Bien. Vous faites quelle analyse quand vous aviez, en tout cas, suivi la publication de cette équipe gouvernementale, dont les remaniements, en tout cas, avaient été annoncés depuis un bout de temps? Oui, d'abord, une bonne analyse, elle ne peut pas être en dehors du contexte lui-même. Le contexte, je l'ai dit, le contexte est triple. Le premier contexte, c'est un contexte électoral. Nous sommes à 9 mois des élections présidentielles. Le président de la République, qui est en train, le chef de la majorité actuelle au Parlement, au gouvernement, c'est lui qui rassemble d'abord son équipe, c'est-à-dire son camp. Ses collaborateurs politiques, il les rassemble dans le gouvernement, tout simplement pour se mettre en rang électoral. Ça, c'est sur le plan électoral, donc le président a rassemblé son équipe pratiquement, il a resserré les rangs de son équipe et il les met à l'avant-plan, n'est-ce pas, pour achever ce mandat. Là, ce sont les hommes de poigne, ça veut dire les grands leaders, des grands ensembles politiques, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas, au front, cette fois-ci, dans 3 secteurs qui constituent l'enjeu actuel. C'est d'abord le secteur électoral, c'est que c'est la stratégie électorale du président de la République. Il a réuni l'ensemble de ses acteurs, de ses amis, de ses collaborateurs dans l'Union sacrée. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire, qui est l'enjeu capital aujourd'hui. C'est que le président de la République, après avoir été sollicité plusieurs fois par la communauté internationale pour négocier avec, pas le Rwanda, mais avec le M23, donc nous avons compris que le président de la République a rejeté cette proposition de la communauté internationale et il a pris position, d'abord en créant un front politique interne avec l'ensemble, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. Donc c'est pratiquement une grande partie de la majorité des acteurs politiques du pays
qui sont dans l'équipe, n'est-ce pas, du président de la République. C'est un front politique, n'est-ce pas? Et en troisième lieu, nous avons un autre front, c'est social, parce que il faut comprendre qu'il y a un problème sur le plan social avec la monnaie, le frottement de la monnaie nationale, ce qui fait que le pouvoir d'achat diminue et que, si vous voulez bien, la pauvreté ou encore la précarité augmente dans les populations. Il faudra mettre de l'équilibre entre les trois. Ça veut dire, il faudra qu'on puisse se battre au front pour protéger les frontières nationales et éviter de négocier, parce qu'on ne peut pas aller aux élections, on risque de négocier couché. Parce que le seul document de base de cette négociation, ce sont les accords de 2013 qui, dès le départ, ne sont pas négociables en réalité. Parce que dans ces conditions-là, c'est comme si on donne une carte verte pratiquement à l'opposition. Oui, vous avez dit que donc le président a voulu faire en sorte que nous puissions en tout cas booster notre système de défense pour qu'on ne puisse pas négocier couché, absolument, main debout, et que cela, pour atteindre cet objectif, donc il a misé sur le chairman du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a placé là-bas. Oui, nous savons tous que c'est un ancien meneur d'hommes sur le front militaire. Est-ce que c'est suffisant comme atout pour que la situation, en tout cas sur le terrain, les rapports des forces sur le terrain soient renversés? Oui. Est-ce qu'il est l'homme de la situation, Jean-Pierre Mbagombo, selon vous? Je pense que Jean-Pierre est un homme de la situation pour l'instant. J'ai foi qu'il va faire quelque chose. D'abord, c'est des pressions qu'ils ont, eux, qui ont accepté d'accompagner le président de la République devant cet enjeu sécuritaire. Ils savent qu'aux élections, ça sera le thème majeur électoral. Alors, en acceptant d'entrer au gouvernement 9 mois avant les élections, et en acceptant d'être à la tête, n'est-ce pas, de la défense de la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il a des stratégies, lui, pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Parce qu'il ne peut pas accepter comme ça à 9 mois des élections, accepter un défi aussi large et énorme comme celui de la sécuritaire à l'Est. Ça veut dire qu'il a, lui, une technologie spécifique, personnelle, qui va utiliser tout simplement pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Et là, je crois qu'il y a quand même quelques moyens qui sont apprêtés, tels que les armes que le président de la République a acquises d'ailleurs dernièrement, et nous avons des avions, des drones qui sont venus de l'Égypte, qui sont venus de la Turquie et de la Chine. Je pense qu'on a réuni quand même un minimum de moyens capables à pouvoir bousculer, n'est-ce pas, les lignes pratiquement à ce front. Et Jean-Pierre Bemba qui connaît le terrain. Non seulement il connaît le terrain, il connaît les enjeux à l'Est, il connaît les visées de l'ensemble de ceux qui nous combattent aujourd'hui, parce que lui-même a été dans leur giron, il y a 15 ans à peu près, 15 ans ou 20 ans à peu près, il était dans leur giron, il connaît les ambitions, n'est-ce pas, de nos adversaires, et il connaît leur stratégie et leur tactique. Je crois qu'en le mettant, n'est-ce pas, au front, à la tête de ce ministère Finances, je pense bien qu'il peut, avec le concours bien sûr... Et surtout qu'en créant l'MLC, oui. À l'époque, il a apparu comme l'antidote de la rébellion soutenue par les Rwandais. Pas l'Ouganda. Oui, effectivement. Effectivement. C'est-à-dire qu'en créant le MLC, effectivement, c'était l'antidote, n'est-ce pas, du RCD. Et il connaît les faiblesses et les forces, n'est-ce pas? Parce que c'est le RCD qui s'est mué, n'est-ce pas, en CNDP, M23, ainsi de suite. Ce sont les mêmes gens, les mêmes tactiques et le même parrain. Donc, il a quand même une certaine technologie particulière qu'il peut utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin, n'est-ce pas, à velléité expansionniste. Certaines mauvaises langues disent que non, il est allé là-bas pour chercher l'argent. Est-ce que vous croyez vraiment quelqu'un qui a déjà l'argent, qui n'est pas pauvre, je crois que qui est un grand leader, est-ce que rien que pour l'argent, il peut accepter de se mettre pratiquement sous les ordres du chef de l'État? Donc c'est ça l'espièglerie un peu de la pensée congolaise. C'est toute une nation qui est menacée d'existence. Allez en Ukraine, vous n'allez jamais, on a entendu sur les médias, l'opposition ukrainienne faire des déclarations. Parce que tous soutiennent leur président, quelles que soient les fissures ou les barrières politiques à l'interne. Il n'y a qu'ici chez nous, vous sentez la bassesse et enfin, le mot est peut-être trop dur, mais l'espièglerie, la légèreté dans la pensée de certaines personnes. Qu'est-ce que c'est une nation qui est menacée? Qu'est-ce que même va venir chercher pendant qu'on a besoin d'argent pour acheter les armes,
pour motiver les militaires au front, vous venez chercher l'argent pendant la guerre. Non, c'est un contresens. C'est un non-sens en fait, c'est un non-sens. Je crois que Mbemba a été choisi sur base d'une expérience bien connue de tous les Congolais et du monde entier. Et du monde entier. Donc, si je vous comprends très bien, Joseph Congolo, Jean-Pierre Bemba, en tout cas, a mis un peu entre parenthèses ses ambitions pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour participer à la défense du territoire national. Bien sûr que oui, bien sûr, mon cher. Il ne faut pas un dessin pour comprendre ça. Aujourd'hui, c'est une mobilisation totale. N'est-ce pas? Vous savez que le président Félix lui-même, dès le début, il n'a jamais pris les vieilles têtes politiques, n'est-ce pas, dans son gouvernement. Alors, s'il accepte de le faire aujourd'hui, c'est que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Et l'enjeu dépasse les limites à l'interne, les limites politiques, tout ce que nous avons comme petite division à l'interne. Ça dépasse de loin. Il faut sauver la nation et faire la politique aisément. Et aujourd'hui, je crois que Jean-Pierre Bemba, je le dis, il a une expertise dans cette matière, il y a une connaissance dans cette matière, et je crois qu'il doit avoir aussi une technologie spécifique. Mais on note quand même beaucoup de réactions favorables, en tout cas, à sa désignation comme ministre de la Défense. Est-ce qu'on ne place pas beaucoup d'attentes sur lui? Il ne suscite pas beaucoup d'espoir par rapport à la situation sur le terrain? Est-ce que le simple fait que c'est lui qui soit là, ça peut en tout cas changer la donne sur le terrain? Mais lui, avant d'accepter ce poste, il sait que l'enjeu majeur aujourd'hui, qu'il soit électoral ou politique, c'est la sécurité à l'Est. Ça veut dire qu'en venant, on croit que c'est un nouveau vent qui est venu, on croit que c'est un nouveau sang qui est venu, on croit que c'est une nouvelle stratégie qui est venue, et que celle-ci, parce que c'est la fin du mandat, ça doit être la dernière, celle sur laquelle on doit compter pour pouvoir faire les élections dans les conditions les meilleures. Donc, beaucoup d'entente, beaucoup d'espoir sur lui, et c'est à lui de réunir d'abord des gens qu'il faut, premièrement, et deuxièmement, d'avoir des troupes bien sélectionnées, éviter un peu tous les traîtres qui écument un tout petit peu notre armée, et de manière à mettre, n'est-ce pas, sa technologie en branle et mettre fin, évidemment... Et surtout aussi, mettre les militaires congolais dans de bonnes conditions, quoi, sur le plan social. Absolument, c'est-à-dire que la force d'une armée, il va avec la motivation, il va avec le traitement, il va avec le matériel de guerre. Donc, tout cet ensemble d'éléments qui concourent, n'est-ce pas, à l'efficacité d'une armée sur le terrain. Et nous pensons que il a un challenge, un véritable challenge. Et je crois qu'il ne doit pas perdre le temps, parce que le temps lui est compté. Donc il le fait avec le regard sur la pendule, ce qui fait qu'il ne doit pas perdre beaucoup de temps, peut-être dans les petites distractions, cabinet, ceci ou cela et tout ça. Il entre en fonction après la prestation de serment et la remise en prise. Je crois qu'il doit vite se mettre au travail. Et il a peu de temps pour le faire et il doit le faire. Et maintenant, l'autre défi du gouvernement, rapidement, parce que nous devons avancer, oui, c'est l'économie. Vous aviez vous-même ici reconnu que vraiment la situation économique est assez délicate avec la dépréciation du franc congolais, la flambée, la valse des étiquettes. Ouais. Est-ce que Vital Kamerhe, économiste de formation, bien sûr, c'est aussi l'homme de la situation, selon vous, Joseph Congolo? JR, vous savez, à 9 mois des élections, si vous acceptez de prendre cette responsabilité, ça veut dire vous acceptez de relever le défi, le grand défi qu'il y a en matière sociale, et particulièrement atténuer un tout petit peu le coût de la vie. Et ça, Kamerhe l'a accepté. D'abord, il est dans son domaine de confort. C'est un économiste. Il est dans le domaine de confort. Deuxièmement, il connaît ce que traverse la population congolaise dans cette matière-là. Donc, il devra, lui aussi, faire l'effort qu'il faut pour réunir la stratégie qu'il faut de manière à ce que le poids de la vie, n'est-ce pas, le poids social puisse tout simplement diminuer et que la monnaie congolaise soit stabilisée et que le coût de la vie vraiment soit un peu abordable, n'est-ce pas, du moins dans le 9 mois qui lui reste. Je sais que refaire une économie, ce n'est pas une histoire de 9 mois et tout ça, il faut beaucoup de temps. Je crois que pour l'instant, il travaille le regard fixé sur la pendule et je crois qu'en acceptant, ça veut dire il doit avoir aussi une technologie particulière pour le faire. Oui, il y a aussi un domaine qui boite en tout cas actuellement au Congo, c'est le domaine sportif. On prend un journaliste sportif, François Kaboulo-Mwana Kaboulo, comme ministre des Sports, un grand analyste des questions des sports, un grand reporter. Est-ce que le fait d'être reporter, analyste, chroniqueur sportif, ça fera en tout cas de lui un bon ministre des Sports?
Oui, il faut d'abord faire une autopsie du sport congolais. Je crois que la faiblesse du sport congolais n'est pas qu'un problème du ministère. Il y a aussi un problème de la FECOFA, à tous les niveaux, même des clubs sont très pauvres. Et la République lui-même, n'est-ce pas? La République elle-même, bien sûr, n'a pas suffisamment de moyens pour faire déplacer. Il n'y a pas suffisamment de compagnies. Donc, le problème du sport congolais est complexe. Mais le ministre des Sports, c'est lui qui chapeaute le sport. Il doit devoir aménager des couloirs de manière à ce qu'il y ait une fluidité, qu'il y ait quand même, n'est-ce pas, un sport qui vit. Un sport qui vit, en particulier le football, et bien sûr, il n'y a pas que le football, il y a encore d'autres disciplines. Lui, Kabulo Mwala Kabulo, c'est pratiquement un doyen dans ce domaine. Il est pratiquement de la deuxième génération, après Chimpumpu, Kabala Mwanamboui, Manzola Mangale. Mangale, et ainsi de suite, et tout ça. Je crois qu'il est de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'il a fait suffisamment du temps dans le sport. Il a été plusieurs fois conseiller au ministère, plusieurs fois à la FECOFA, et ainsi de suite. On suppose qu'il a une expérience des problèmes, qu'il a une expérience des difficultés qui minent le sport congolais, et qu'il doit, lui, dans son expérience, réunir une équipe des spécialistes dans la matière, de manière à faire la différence. Ça veut dire raviver un peu le feu, n'est-ce pas, de sportifs congolais, retrouver les grandes compétitions, retrouver même, ce que vous voulez, scruter d'autres horizons pour que le sport fleurisse un tout petit peu. Je crois qu'il est indiqué pour être à cette place, et surtout qu'à un certain moment, on le considère aussi comme quelqu'un qui critique cruellement ceux qui dirigent le sport. Il est celui qui sait décourager aussi l'équipe quand il joue. Donc, vous comprenez, aujourd'hui, il est à la manette. Nous voulons voir un peu sa capacité aussi à gouverner. Comme on dit, ou à la gérer. critique est aisée, l'art est difficile. L'art est difficile. Donc, lui-même est maintenant sur le terrain. Il doit s'exercer. On va les juger comme on juge les maçons Absolument. au pied du mur. Exactement. On va le juger aussi, qu'il ne s'étonne pas qu'il y ait aussi des langages parfois durs, comme il a eu lui-même à l'endroit des joueurs, et parfois aussi du ministre et de l'organisation sportive en République. Voilà, c'est bien dit. Joseph Kongolo, analyste politique, en tout cas très bien connu sur la place de Kinshasa. Et vous êtes à la tête, en tout cas, d'un bureau d'études politiques et en leadership et en gouvernance. Oui. Et avec vous, nous sommes en train, en tout cas, de scruter la gouvernance étatique de la RDC. Et on est encore à ce niveau-là. Oui. Nous parlions des questions sécuritaires. Et c'est depuis pratiquement, Joseph Kongolo, les années 96, après le génocide du Rwanda, oui, avec l'arrivée de l'AFDEL, que le Congo aujourd'hui en tout cas a des difficultés sur le plan sécuritaire. Et nous sommes pratiquement là en train d'éviter et qui a une multitude de groupes armés. Est-ce que si on ajoutait à cela par exemple le manque de cohésion qui serait généré par la proposition de loi Tchani qui classe pratiquement les Congolais en deux catégories, les Congolais de la première zone qui ont droit à tout et ceux de la deuxième zone à qui en tout cas on va priver certains droits comme être candidat à la présidence, comme occuper des postes de premier ministre, gouverneur ou dans la magistrature ou dans l'armée. Et Tchani a ajouté donc tous ceux qui ont épousé des étrangers ne peuvent pas aussi en tout cas accéder à certains postes de responsabilité parce que vous risquez de servir le pays de votre épouse plutôt que le Congo, votre pays. Vous réagissez comment par rapport à cette proposition qui a en tout cas fait polémique, qui avait été pratiquement rejetée l'année passée, mais cette fois-ci on nous apprend qu'elle va être alignée pour débat au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, JR, je crois que M. Tchani est un fils de ce pays. Il a aussi observé la maladie qui ronge la République aujourd'hui, c'est que nous avons été infiltrés à tous les niveaux. Je crois que ça, ce n'est plus un secret pour le Congolais. Au niveau gouvernemental, au niveau de l'armée, à tous les niveaux, nous avons été, au niveau du service de sécurité, nous avons été infiltrés. Et pour un Parlement responsable, ou pour un Congolais aussi lucide, on doit chercher comment corriger cette erreur. Comment corriger, guérir cette maladie. En fait, c'est une maladie.
Comment guérir cette maladie? Et c'est dans la recherche, n'est-ce pas, d'une thérapeutique pour guérir cette maladie d'infiltration qui fait peser, n'est-ce pas, une menace sérieuse sur l'intégrité du territoire national aujourd'hui. Comment guérir cette maladie? Et dans la recherche des solutions, de la thérapeutique, n'est-ce pas, appropriée pour guérir la maladie qui ronge la République, lui, M. Tchani, a pensé qu'il faut une loi au niveau du gouvernement pour préserver les postes de souveraineté. Ça, c'est lui qui a pensé comme ça. Et plusieurs Congolais adhèrent aussi à cette idée, comme d'autres n'adhèrent pas. Donc, en proposant la loi, il a été un citoyen responsable. Et ça, j'accepte. C'est un citoyen responsable qui a cogité pour chercher une solution à un problème qui ronge la République. Et il a trouvé sa loi, et il a donné un contenu à cette loi. Il a fait comme la loi l'exige. Il a trouvé, n'est-ce pas, un correspondant. Un député national pour un député national pour porter ça. Cette proposition. Ok. Nsengi Pouloulou. Nsengi Pouloulou, exactement. Maintenant, c'est au niveau de la représentation nationale qu'il faut débattre de cette loi. Ça veut dire amputer ce qu'il a de mauvais, n'est-ce pas? Mais aussi améliorer ce qu'il y a de mauvais. Améliorer aussi ce qu'il y a de mauvais. Donc c'est au niveau de la représentation nationale qu'il faut corriger cette loi, l'adapter au contexte. Or, nous connaissons le contexte. Donc c'est à leur niveau qu'il faut réfléchir. Là, on ne réfléchit pas en mettant les têtes des gens au-dessus. C'est ça qui a l'erreur. Il y a plus de sentiments quand nous mettons les têtes des gens au-dessus. Quand nous voyons Moïse, nous voyons tel et tout ça, là, ça devient dans les sentiments. Mais on peut discuter froidement et de manière très objective, voir l'opportunité ou pas, voir si cette loi peut corriger un mal qui ronge la République. Et je pense qu'à ce niveau-là, en tant qu'idée, pensée, une réflexion d'un homme, je crois qu'il n'y a pas de mal que cette loi soit discutée. Attendez. Okay, mais alors, si déjà, au niveau de la communication, soit du porteur de la loi qui est M. Tchani, si au niveau de la communication, n'est-ce pas, on déforme le contenu, on met les têtes des gens sur la loi en ce moment-là, ça risque de ramener, n'est-ce pas, à des fissures au sein de la nation. Mais en réalité, c'est que la loi Tchani demande, c'est ce que beaucoup d'États font, et nous le savons, mais nous semblons beaucoup plus avoir des lunettes politiques et ainsi nous associer aux individus pour combattre cette loi. Mais moi, je voudrais tout simplement qu'elle soit discutée de manière objective, n'est-ce pas, en donnant tous les éléments, n'est-ce pas, qu'elle veut guérir dans la République. Et en ce moment-là, nous allons apprécier de sa pertinence et aussi de... Est-ce que vraiment c'est totalement vrai, Joseph Kongolo, de dire par exemple que s'il y a infiltration, c'est à cause de ceux qui n'ont pas en tout cas des parents, tous les parents congolais. Est-ce que quand par exemple l'AFDEL est venu ici, oui, n'est-ce pas que l'AFDEL, à sa tête, il y avait un fils congolais, des pères et des mères, ouais, et beaucoup de Congolais de cette catégorie-là. Tout à fait. Mais cette loi n'existait pas. Si cette loi existait, évidemment, il y a toujours un problème. Quand il y a un changement politique, n'est-ce pas, on voit les moyens par lesquels le changement est arrivé. Il est arrivé par les armes. En ce moment-là, il fait asseoir toute la Constitution, comme d'ailleurs Kabila Père l'a fait. On a annulé la Constitution et on a créé, n'est-ce pas, une loi cadre. L'infiltration, souvent, ça a été en tout cas l'effet des Congolais eux-mêmes aussi, particulièrement l'AFDEL, qui a permis à ce que les loups puissent rentrer dans la bergerie, avec l'accompagnement des troupes étrangères, notamment du Rwanda, où on a fait croire aux Congolais qu'ils devaient en tout cas être libérés du régime Mobutu. Or, ce n'était pas la libération, c'était une agression. Oui, c'est vrai, une agression. Vous savez, quand un régime pourrit, je crois que Mobutu a une grande responsabilité dans cette infiltration parce que quand le pouvoir vous quitte, il fallait le quitter avant. Il ne fallait pas attendre que le pouvoir vous quitte. C'est justement ces loups qui sont entrés simplement parce que le pouvoir est déjà pourri à l'intérieur. Ils sont entrés et nous avons aussi, nous, la population, une responsabilité notoire. C'est que nous n'avons pas développé des réflexes, des conservations, des réflexes de patriotisme, voyez-vous. Donc l'erreur est un peu partagée, la faute est partagée.
Aujourd'hui encore, nous ne pouvons plus encore continuer dans la même erreur. Voilà pourquoi M. Tchiani a trouvé bon, d'après lui, qu'il faut faire une loi au niveau du Parlement pour faire respecter certaines choses et éviter, n'est-ce pas, les conséquences de cette infiltration massive qu'il y a eu avec l'AFDL. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que cette loi, c'est juste un moyen trouvé par le régime actuel pour écarter certains candidats? On cite notamment Moïse Katumbi, Jean-Claude Mouyambo se sent aussi visé parce qu'il est métis, et d'autres aussi. Non, mais d'abord, M. Tchiani n'est pas de l'Union sacrée. Deuxièmement, M. Tchiani est aussi candidat concurrent de Félix Tshisekedi. Non, mais il n'a jamais annoncé sa candidature cette fois-ci. Évidemment, il a annoncé qu'il sera candidat président de la République. Donc, nous voyons très mal comment on peut associer cette loi à l'Union sacrée. Je ne sais pas. De toutes les façons, c'est justement ça l'amalgame. Je crois que quand nous commençons à privilégier le sentiment sur la raison, très souvent, nous sommes dans l'erreur. Mais de mon humble avis, je crois que si cette loi peut être discutée de manière très objective au niveau du Parlement, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la représentation nationale devra en réalité amputer ce qu'il y a d'excès, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de mauvais, essayer d'améliorer pour l'adapter et peut-être limiter aussi cette infiltration qui met en danger la souveraineté de notre pays. Est-ce qu'on peut vraiment faire croire aux Congolais que la solution à l'infiltration, c'est seulement une loi? Ou il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place? Mais quelle est l'utilité de la loi? Quelle est l'utilité de la loi? Quand il y a un mal qui émerge dans une société, dans un cadre quelconque, on crée une loi pour pouvoir réguler, codifier, n'est-ce pas, la situation en question. C'est ça des solutions. C'est ce qu'on appelle parfois aussi des réformes. Ce sont des réformes. Ce sont des nouvelles lois qui viennent pour codifier certains comportements, codifier certains agissements des gens, ou encore limiter les dégâts ou le mal qui peut ronger la République. Donc, c'est normal qu'il y ait une loi, n'est-ce pas, à ce niveau-là, parce que le mal que cette infiltration a causé à la nation, c'est un mal majeur. Est-ce que le fond du problème, c'est pas la prime à la rébellion, à l'insurrection? Parce qu'on a vu, par exemple, cette infiltration sur le fait des mixages, mélanges, tout ça, des anciens membres des groupes armés, des anciens rebelles. Est-ce que c'est pas ça aussi le mal congolais, plutôt de croire qu'il y aurait des Congolais à loyauté partagée parce que un de ses parents serait étranger? Bon, il n'y a pas que le mixage. Le mixage, c'est la conséquence, en fait, de ce que nous avions commencé, c'est avec l'arrivée, n'est-ce pas, massive de ces forces étrangères qui sont venues dans l'armée, qui sont venues même dans le secteur politique. Nous avons même eu un chef d'état-major général, rwandais. Rwandais. Effectivement, le mal n'est pas que le mixage, parce que là, c'était pas encore le mixage. C'était pas encore le brassage. Voyez-vous? Mais le mal est plus profond et plus lointain. Rappelez-vous encore, vers les années antérieures, vous aviez le directeur du cabinet du président de la République, qui était Bisengimana. Moi, j'ai étudié avec les gens de l'Est. Et bien avant l'arrivée de l'AFDEL, déjà, il y avait en sus des problèmes très sérieux de cohabitation entre les rwandophones et les originaires de la République. Donc, le mal est profond et lointain, parce que déjà, de le départ, vous savez, même pendant l'indépendance, il y a eu ce problème de transmutation des populations vers le Katanga pour travailler les travaux durs, il faut faire les travaux durs, et tout ça, on n'a pas protégé. Il n'y a pas eu des lois, on n'a pas protégé, ce n'était pas une nécessité pour les colons, mais nous-mêmes, quand nous avons hérité ce pouvoir politique, nous n'avions pas fait un cas, n'est-ce pas? Et nous avons laissé les choses se passer de cette manière-là. Et le président de la République, par exemple, avait un directeur de cabinet qui était rwandophone aussi, et qui a développé tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça a été développé par Bisengimana, qui a financé, qui a organisé pratiquement tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà que nous avions eu, il n'y avait pas une loi cadre qui pouvait réguler, n'est-ce pas, cette situation. Aujourd'hui, il y a un vide, et ce vide nous a rattrapés. Je crois que le souci de M. Tchiani était parfois aussi de juguler ce vide et ce mal, n'est-ce pas, qui ronge la République. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il cherche à faire plaisir, par exemple, à ceux qui sont aux affaires, pour qu'on tienne compte? D'abord, lui-même, il n'est pas en odeur de sainteté avec le régime. Comment il va faire plaisir à un régime avec lequel il ne partage pas les mêmes visions? Mais parce que cette loi est portée par un député national, de la majorité. C'est la loi, c'est ce que la loi nous dit. Non, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est la majorité. Mais quand on a choisi la majorité, c'est parce que c'est pour lui donner la chance à cette loi de passer. Parce que la minorité a combien? La minorité est disparate au niveau du Parlement. Donc s'il a choisi quelqu'un de la majorité, c'est pour donner la chance à cette loi de passer au niveau du Parlement. Donc c'est un peu ça. En fait, la grande responsabilité, c'est pas M. Tchiani, au fait. La responsabilité, c'est au niveau de la représentation nationale, qui devra discuter en toute objectivité, n'est-ce pas, et trouver si effectivement c'est une loi qui est efficace pour résoudre le problème d'infiltration,
d'infiltration pour résoudre le problème que la loi elle-même évoque dans la première partie. Donc, l'efficacité de cette loi est à juger par la représentation nationale. Merci beaucoup l'analyste politique Joseph Kongolo. Nous sommes en train en tout cas de chuter. On est en train de finir l'émission. Vous avez en tout cas 120 secondes pour votre mot de conclusion, pour que nous puissions boucler la boucle. Oui, je demande à la nouvelle équipe de M. Samalou Condé II de prendre à bras-le-corps avec tremblement la responsabilité qui leur incombe. C'est premièrement, n'est-ce pas, le défi sécuritaire. Il faut que la République rentre dans ses frontières nationales. Et de cette manière, nous allons faire les meilleures élections à la fin de l'année. Je crois que il faut qu'ils réunissent les moyens qu'il faut, les moyens militaires, financiers et tout ce qu'il faut pour que la République retrouve ses frontières, retrouve, n'est-ce pas, ses frontières héritées de la décolonisation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un autre défi à l'interne, c'est le défi, n'est-ce pas, du social. Eh ben, le panier de la ménagère, c'est un panier pratiquement vide. Et quand un panier est vide, vous voyez, c'est que ça crée des divisions à l'interne, alors que nous avons besoin d'une mobilisation de la population pour lutter contre, n'est-ce pas, les envahisseurs. Donc, M. Vital Kamerhe a aussi un défi de taille. Donc, en acceptant, n'est-ce pas, à 9 mois des élections, de prendre ce ministère, à la tête de ce ministère, il devra montrer de quoi il est capable, lui qui est dans son confort, c'est-à-dire dans l'économie où il a fait ses études. Donc, nous attendons beaucoup de lui et nous avons tous les espoirs sur eux. Sinon, eh ben, ça risque encore de peser lourdement sur lui qui a déjà un passé récent assez mitigé. M. Kaboulou, la même chose, c'est-à-dire que le sport est malade. Il faudra qu'il réunisse l'ensemble d'ingrédients pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce sport et peut-être retrouver aussi les lettres de noblesse dans ce domaine-là. Et là, c'est Mbemba, donc le président ou le vice-premier ministre et ministre de la Défense, M. Mbemba, qui porte pratiquement le gros panier, n'est-ce pas, le gros panier d'espoir pour la République démocratique du Congo, c'est la sécurité. Nous croyons qu'ils vont mettre toutes les synergies ensemble, gouvernement, président de la République, Parlement, tous pour que le pays retrouve ses frontières de 1960. Merci beaucoup, Joseph Kongolo. En tout cas,